105. Par sa nature et dans son état normal, le périsprit est invisible, et il a à cela de commun avec une foule de fluides que nous savons exister et que nous n'avons cependant jamais vus. Mais il peut aussi, de même que certains fluides, subir des modifications qui le rendent perceptible à la vue, soit par une sorte de condensation, soit par un changement dans la disposition moléculaire. C'est alors qu'il nous apparaît sous une forme vaporeuse. La condensation, entre parenthèses, il ne faudrait pas prendre ce mot à la lettre, nous ne l'employons que faute d'autres et à titre de comparaison. Fermez la parenthèse. La condensation, disons-nous, peut être telle que le périsprit acquiert les propriétés d'un corps solide et tangible, mais il peut instantanément reprendre son état éthéré et invisible. Nous pouvons nous rendre compte de cet effet par celui de la vapeur, qui peut passer de l'invisibilité à l'état brumeux, puis liquide, puis solide, et vice-versa. Ces différents états du périsprit sont le résultat de la volonté de l'esprit et non d'une cause physique extérieure comme dans nos gaz. Quand il nous apparaît, c'est qu'il met son périsprit dans l'état nécessaire pour le rendre visible. Mais pour cela, sa volonté ne suffit pas, car la modification du périsprit s'opère par sa combinaison avec le fluide propre du médium. Or, cette combinaison n'est pas toujours possible, ce qui explique pourquoi la visibilité des esprits n'est pas générale. Ainsi, il ne suffit pas que l'esprit veuille se montrer, il ne suffit pas non plus qu'une personne veuille le voir. Il faut que les deux fluides puissent se combiner, qu'il y ait entre eux une sorte d'affinité. Peut-être aussi que l'émission du fluide de la personne soit assez abondante pour opérer la transformation du périsprit, et probablement encore d'autres conditions qui nous sont inconnues. Il faut enfin que l'esprit ait la permission de se faire voir à telle personne, ce qui ne lui est pas toujours accordé, ou ne l'est que dans certaines circonstances, par des motifs que nous ne pouvons apprécier. 106. Une autre propriété du périsprit, et qui tient de sa nature éthérée, c'est la pénétrabilité. Aucune matière ne lui fait obstacle, il les traverse toutes, comme la lumière traverse les corps transparents. C'est pourquoi il n'est pas de clôture qui puisse s'opposer à l'entrée des esprits. Ils vont visiter le prisonnier dans son cachot aussi facilement que l'homme qui est au milieu des champs. 107. Les apparitions à l'état de veille ne sont ni rares ni nouvelles. Il y en a eu de tout temps. L'histoire en rapporte un grand nombre, mais sans remonter si haut, de nos jours, elles sont très fréquentes, et beaucoup de personnes en ont eu qu'elles ont prises au premier abord pour ce qu'on est convenu d'appeler des hallucinations. Elles sont fréquentes surtout dans les cas de mort de personnes absentes qui viennent visiter leurs parents ou amis. Souvent, elles n'ont pas de but bien déterminé, mais on peut dire qu'en général les esprits qui apparaissent ainsi sont attirés par la sympathie. Que chacun veuille bien interroger ses souvenirs, et l'on verra qu'il est peu de personnes qui n'aient connaissance de quelque fait de ce genre dont l'authenticité ne saurait être évoquée en doute. 108. Nous ajouterons aux considérations précédentes l'examen de quelques effets d'optique qui ont donné lieu au singulier système des esprits globules. L'air n'est pas toujours d'une limpidité absolue, et il est telle circonstance où les courants des molécules aériformes et leur agitation produite par la chaleur sont parfaitement visibles. Quelques personnes ont pris cela pour des amas d'esprits s'agitant dans l'espace. Il suffit de signaler cette opinion pour la réfuter. Mais voici un autre genre d'illusion non moins bizarre contre laquelle il est également bon d'être prémuni. L'humeur aqueuse de l'œil offre des points à peine perceptibles qui ont perdu de leur transparence. Ces points sont comme des corps opaques en suspension dans le liquide dont ils suivent les mouvements. Ils produisent dans l'air ambiant et à distance, par l'effet du grossissement et de la réfraction, l'apparence de petits disques variant de 1 à 10 mm de diamètre et qui semblent nager dans l'atmosphère.
Nous avons vu des personnes prendre ces disques pour des esprits qui les suivaient et les accompagnaient partout, et dans leur enthousiasme prendre pour des figures les nuances de l'irisation, ce qui est à peu près aussi rationnel que de voir une figure dans la lune. Une simple observation fournie par ces personnes elles-mêmes va les ramener sur le terrain de la réalité. Ces disques ou médaillons, disent-elles, non seulement les accompagnent, mais suivent tous leurs mouvements. Ils vont à droite, à gauche, en haut, en bas, ou s'arrêtent, selon le mouvement de la tête. Cela n'est pas étonnant, puisque le siège de l'apparence est dans le globe de l'œil. Elle doit en suivre les mouvements. Si c'étaient des esprits, il faudrait convenir qu'ils seraient astreints à un rôle par trop mécanique pour des êtres intelligents et libres, rôle bien fastidieux, même pour des esprits inférieurs, à plus forte raison, incompatible avec l'idée que nous nous faisons des esprits supérieurs. Quelques-uns, il est vrai, prennent pour de mauvais esprits les points noirs ou mouches amorotiques. Ces disques, de même que les taches noires, ont un mouvement ondulatoire qui ne s'écarte jamais de l'amplitude d'un certain angle, et ce qui ajoute à l'illusion, c'est qu'ils ne suivent pas avec brusquerie les mouvements de la ligne visuelle. La raison en est bien simple. Les points opaques de l'humeur aqueuse, cause première du phénomène, sont, avons-nous dit, comme tenus en suspension, et ils ont toujours une tendance à descendre. Lorsqu'ils montent, c'est qu'ils y sont sollicités par le mouvement de l'œil de bas en haut. Mais arrivé à une certaine hauteur, si on fixe l'œil, on voit les disques descendre d'eux-mêmes, puis s'arrêter. Leur mobilité est extrême, parce qu'il suffit d'un mouvement imperceptible de l'œil pour les faire changer de direction et leur faire parcourir rapidement toute l'amplitude de l'arc dans l'espace où se produit l'image. Tant qu'il n'est pas prouvé qu'une image possède un mouvement propre, spontané et intelligent, on ne peut y voir qu'un simple phénomène optique ou physiologique. Il en est de même des étincelles qui se produisent quelquefois en gerbes ou en faisceaux plus ou moins compacts par la contraction des muscles de l'œil, et qui sont probablement dues à l'électricité phosphorescente de l'iris, puisqu'elles sont généralement circonscrites dans la circonférence du disque de cet organe. De pareilles illusions ne peuvent être que le résultat d'une observation incomplète. Quiconque aura sérieusement étudié la nature des esprits par tous les moyens que donne la science pratique comprendra tout ce qu'elles ont de puéril. Autant nous combattons les théories hasardées par lesquelles on attaque les manifestations, quand ces théories sont basées sur l'ignorance des faits, autant nous devons chercher à détruire les idées fausses qui prouvent plus d'enthousiasme que de réflexion, et qui par cela même font plus de mal que de bien auprès des incrédules, déjà si disposés à chercher le côté ridicule. 109. Le périsprit, comme on le voit, est le principe de toutes les manifestations. Sa connaissance a donné la clé d'une foule de phénomènes. Elle a fait faire un pas immense à la science spirite, et l'a fait entrer dans une voie nouvelle, en lui ôtant tout caractère merveilleux. Nous avons trouvé, par les esprits eux-mêmes, car remarquez bien que ce sont eux qui nous ont mis sur la voie, l'explication de l'action de l'esprit sur la matière, du mouvement des corps inertes, des bruits et des apparitions. Nous y trouverons encore celle de plusieurs autres phénomènes qui nous restent à examiner avant de passer à l'étude des communications proprement dites. On les comprendra d'autant mieux qu'on se sera mieux rendu compte des causes premières. Si l'on a bien compris ce principe, on en fera facilement soi-même l'application aux divers faits qui pourront se présenter à l'observateur. 110. Nous sommes loin de regarder la théorie que nous donnons comme absolue et comme étant le dernier mot. Elle sera sans doute complétée ou rectifiée plus tard par de nouvelles études, mais quelque incomplète ou imparfaite qu'elle soit encore aujourd'hui, elle peut toujours aider à se rendre compte de la possibilité des faits par des causes qui n'ont rien de surnaturel.
Si c'est une hypothèse, on ne peut toutefois lui refuser le mérite de la rationalité et de la probabilité. Elle vaut bien toutes les explications que donnent les négateurs pour prouver que tout n'est qu'illusion, fantasmagorie et subterfuge dans les phénomènes spirites. Théorie de l'hallucination. 111. Ceux qui n'admettent pas le monde incorporel et invisible croient tout expliquer par le mot hallucination. La définition de ce mot est connue. C'est une erreur, une illusion d'une personne qui croit avoir des perceptions qu'elle n'a pas réellement. Entre parenthèses, du latin hallucinari, rr, fait de at lucem, fermez la parenthèse. Mais les savants n'en ont point encore que nous sachions donner la raison physiologique. L'optique et la physiologie ne paraissent plus avoir de secret pour eux. Comment se fait-il qu'ils n'aient point encore expliqué la nature et la source des images qui s'offrent à l'esprit en certaines circonstances? Ils veulent tout expliquer par les lois de la matière, soit qu'ils donnent donc par ces lois une théorie de l'hallucination, bonne ou mauvaise, ce sera toujours une explication. 112. La cause des rêves n'a jamais été expliquée par la science. Elle les attribue à un effet de l'imagination. Mais elle ne nous dit pas ce que c'est que l'imagination, ni comment elle produit ces images si claires et si nettes qui nous apparaissent quelquefois. C'est expliquer une chose qui n'est pas connue, par une autre qui ne l'est pas davantage. La question reste donc tout entière. C'est, dit-on, un souvenir des préoccupations de la veille. Mais en admettant même cette solution qui n'en est pas une, il resterait encore à savoir quel est ce miroir magique qui conserve ainsi l'empreinte des choses. Comment expliquer surtout ces visions de choses réelles que l'on n'a jamais vues à l'état de veille et auxquelles même on n'a jamais pensé? Le spiritisme seul pouvait nous donner la clé de ce phénomène bizarre, qui passe inaperçu à cause de sa vulgarité même, comme toutes les merveilles de la nature que nous foulons sous nos pieds. Les savants ont dédaigné de s'occuper de l'hallucination. Qu'elle soit réelle ou non, ce n'en est pas moins un phénomène que la physiologie doit pouvoir expliquer, sous peine d'avouer son insuffisance. Si un jour un savant entreprend d'en donner, non pas une définition, entendons-nous bien, mais une explication physiologique, nous verrons si sa théorie résout tous les cas. Qu'ils ne mettent pas sur tous les faits si commode apparition de personnes au moment de leur mort, qu'ils disent d'où vient la coïncidence de l'apparition avec la mort de la personne. Si c'était un fait isolé, on pourrait l'attribuer au hasard. Mais comme il est très fréquent, le hasard n'a pas de ces récidives. Si encore celui qui voit l'apparition avait l'imagination frappée par l'idée que la personne doit mourir, soit, mais celle qui apparaît est le plus souvent celle à laquelle il songe le moins. Donc, l'imagination n'y est pour rien. On peut encore moins expliquer par l'imagination les circonstances de la mort dont on n'a aucune idée. Les hallucinations diront-ils que l'âme, entre parenthèses, si tant est qu'ils admettent une âme, a des moments de surexcitation où ses facultés sont exaltées. Nous sommes d'accord, mais quand ce qu'elle voit est réel, ce n'est donc pas une illusion. Si, dans son exaltation, l'âme voit une chose qui n'est pas présente, c'est donc qu'elle se transporte. Mais si notre âme peut se transporter vers une personne absente, pourquoi l'âme de cette personne ne se transporterait-elle pas vers nous, que dans leur théorie de l'hallucination? Ils veuillent bien tenir compte de ces faits, et ne pas oublier qu'une théorie à laquelle on peut opposer des faits contraires est nécessairement fausse ou incomplète. En attendant leur explication, nous allons essayer d'émettre quelques idées à ce sujet. 113. Les faits prouvent qu'il y a de véritables apparitions dont la théorie spirite rend parfaitement compte et que peuvent seuls nier ceux qui n'admettent rien en dehors de l'organisme. Mais à côté des visions réelles, il y a-t-il des hallucinations dans le sens attaché à ce mot? Cela n'est pas douteux. Quelle en est la source? Ce sont les esprits qui vont nous mettre sur la voie, car l'explication nous semble tout entière dans les réponses faites aux questions suivantes. Les visions sont-elles toujours réelles?
et ne sont-elles pas quelquefois l'effet de l'hallucination? Quand on voit, en rêve ou autrement, le diable par exemple, ou d'autres choses fantastiques qui n'existent pas, n'est-ce pas un produit de l'imagination? Réponse. Oui, quelquefois, quand on est frappé par certaines lectures ou par des histoires de diablerie qui impressionnent, on se souvient et l'on croit voir ce qui n'existe pas. Mais nous avons dit aussi que l'esprit, sous son enveloppe semi-matérielle, peut prendre toutes sortes de formes pour se manifester. Un esprit moqueur peut donc apparaître avec des cornes et des griffes si cela lui plaît, pour se jouer de la crédulité, comme un bon esprit peut se montrer avec des ailes et une figure radieuse. Peut-on considérer comme des apparitions les figures et autres images qui se présentent souvent dans le demi-sommeil, ou simplement quand on ferme les yeux? Réponse. Dès que les sens s'engourdissent, l'esprit se dégage et peut voir au loin ou de près ce qu'il ne pourrait voir avec les yeux. Ces images sont très souvent des visions, mais elles peuvent être aussi un effet des impressions que la vue de certains objets a laissées dans le cerveau qui en conserve des traces, comme il conserve celles des sons. L'esprit dégagé voit alors dans son propre cerveau ces empreintes qui s'y sont fixées comme sur une plaque de daguerréotypes. Leur variété et leur mélange forment des ensembles bizarres et fugitifs qui s'effacent presque aussitôt, malgré les efforts que l'on fait pour les retenir. C'est à une cause semblable qu'il faut attribuer certaines apparitions fantastiques qui n'ont rien de réel et qui se produisent souvent dans l'état de maladie. Il est constant que la mémoire est le résultat des empreintes conservées par le cerveau. Par quel singulier phénomène ces empreintes si variées, si multiples, ne se confondent-elles pas? C'est là un mystère impénétrable, mais qui n'est pas plus étrange que celui des ondulations sonores qui se croisent dans l'air et n'en restent pas moins distinctes. Dans un cerveau sain et bien organisé, ces empreintes sont nettes et précises. Dans un état moins favorable, elles s'effacent et se confondent. De là, la perte de la mémoire ou la confusion des idées. Cela paraît encore moins extraordinaire si l'on admet, comme en phrénologie, une destination spéciale à chaque partie et même à chaque fibre du cerveau. Les images arrivées au cerveau par les yeux y laissent donc une empreinte, qui fait qu'on se souvient d'un tableau comme si on l'avait devant soi. Mais ce n'est pas toujours une affaire de mémoire, car on ne le voit pas. Or, dans un certain état d'émancipation, l'âme voit dans le cerveau et y retrouve ces images, celles surtout qui ont le plus frappé, selon la nature des préoccupations ou les dispositions de l'esprit. C'est ainsi qu'elle y retrouve l'empreinte de scènes religieuses, diaboliques, dramatiques, mondaines, des figures d'animaux bizarres qu'elle a vues à une autre époque en peinture ou même en récit, car les récits laissent aussi des empreintes. Ainsi, l'âme voit réellement, mais elle ne voit qu'une image daguerréotypée dans le cerveau. Dans l'état normal, ces images sont fugitives et éphémères, parce que toutes les parties cérébrales fonctionnent librement. Mais dans l'état de maladie, le cerveau est toujours plus ou moins affaibli. L'équilibre n'existe pas entre tous les organes. Quelques-uns seulement conservent leur activité, tandis que d'autres sont en quelque sorte paralysés. De là, la permanence de certaines images qui ne sont plus effacées comme dans l'état normal, par les préoccupations de la vie extérieure. C'est là la véritable hallucination et la cause première des idées fixes. Comme on le voit, nous avons rendu compte de cette anomalie par une loi toute physiologique, bien connue, celle des empreintes cérébrales. Mais il nous a toujours fallu faire intervenir l'âme. Or, si les matérialistes n'ont pu encore donner une solution satisfaisante de ce phénomène, c'est qu'ils ne veulent pas admettre d'âme. Aussi diront-ils que notre explication est mauvaise, parce que nous posons en principe ce qui est contesté. Contesté par qui? Par eux, mais admis par l'immense majorité depuis qu'il y a des hommes sur la terre, et la négation de quelques-uns ne peut faire loi. Notre explication est-elle bonne? Nous la donnons pour ce qu'elle peut valoir à défaut d'autres, et si l'on veut à titre de simple hypothèse, en attendant mieux. Telle qu'elle est, rend-elle raison de tous les cas de vision? Certainement non. Et nous mettons tous les physiologistes au défi d'en donner une seule à leur point de vue exclusif qui les résolve tous.
car, quand ils ont prononcé leurs mots sacramentels de surexcitation et d'exaltation, ils n'ont rien dit. Donc, si toutes les théories de l'hallucination sont insuffisantes pour expliquer tous les faits, c'est qu'il y a autre chose que l'hallucination proprement dite. Notre théorie serait fausse si nous l'appliquions à tous les cas de vision, parce qu'il en est qui viendraient la contredire. Elle peut être juste si elle est restreinte à certains effets.